avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire et du cas Laurent Gbagbo qui a eu une arrête dans la gorge du gouvernement ivoirien. Bénin, quand prend fin réellement le premier mandat du président Patrice Talon? Et puis Congo-Brazzaville, l'élection du président Denis Sassou Nguesso validée par la Cour constitutionnelle. Maître Éric Emmanuel Sosa, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir et je me fais le devoir d'honorer ce rendez-vous qui est un vrai moment de convivialité, d'échange et de débat démocratique. Allez, acquitté par la Cour pénale internationale seront certains analystes politiques. Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, est une arrête dans la gorge du gouvernement ivoirien. Ça dépend de comment on voit la chose, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun enjeu électoral. C'est-à-dire que toutes les échéances politiques ont été déjà vidées. L'élection présidentielle s'est réglée. L'élection législative est elle aussi complètement réglée. Donc on sait aujourd'hui quel est l'échiquier politique et comment est-ce qu'il est constitué. Donc Laurent Gbagbo ne va pas venir perturber cet équilibre qui a été mis en place. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un citoyen, pas n'importe lequel, un citoyen ivoirien qui regagne la Côte d'Ivoire, et un ancien président qui est contraint, qui a été contraint à l'exil pendant 10 ans, qui a fait l'objet d'un procès retentissant sur la scène internationale et qui a été acquitté. Donc, en fait, c'est un homme politique nouveau qui regagne le bercail et qui va peser de son poids psychologique, c'est sûr, de son poids politique plus que certainement aussi, mais une arrête dans la gorge du gouvernement, tout dépend ce que le gouvernement lui-même veut faire de ce retour. Parce que, en fait, c'est la mort dans l'âme qu'ils acceptent son retour, parce que eux aussi l'ont condamné. Bon, à 20 ans de prison pour à peu près les mêmes faits. Bon, on va dire que cette fois-ci, c'est un crime financier. On l'accuse d'avoir fait le braquage de la BCAO. Bon, ok, d'accord. Quelles sont les conséquences qu'ils vont tirer de tout ça? Et pour la paix véritable, parce qu'il y a un ministère tenu par un ministre d'État chargé de la réconciliation. Alors ici, ce sera le premier pas de la réconciliation. Donc je ne pense pas que des hommes politiques aussi avisés que le sont les hauts cadres, conseillers et membres de gouvernement du RHDP vont commettre la bévue, une fois Gbagbo arrivé, de remettre en jeu disons, le couperet judiciaire en disant vous avez été condamné à une peine chez nous, maintenant que vous avez été acquitté de l'autre côté, nous vous attendons avec disons un mandat d'arrêt et des écrous qui sont prêts à votre enfermement. Je pense pas qu'il le ferait. C'est pour ça que je pense pas que ce soit véritablement une épine ou une arrête dans la gorge du gouvernement. Non. Sincèrement, il se grandirait à faire les choses autrement et à accueillir Gbagbo comme il le mérite, à laisser ses partisans exprimer leur liesse. Et bon, pour le reste, ceux qui sont aigris, ceux qui ont mal, ceux qui voudraient lui voir appliquer la peine de mort, ben, il faut qu'ils comprennent aussi que malheureusement, s'il y a eu des morts, ces morts ne sont pas du fait de Laurent Gbagbo et que il faut chercher ailleurs les bourreaux de toutes les victimes que l'on déplore. Donc, quand on aura fait comprendre ça, je pense qu'on aura fait un grand pas vers la consolidation de la paix et la réconciliation tellement souhaitée par le peuple ivoirien. Selon vous, quel rôle il peut jouer? Je le vois dans le rôle d'un sage, un pacificateur, vraiment un véritable faiseur de paix. Parce qu'aujourd'hui, il est auréolé d'une aura, on va dire, revigorée par 10 ans de calvaire politique. Un peu comme l'a été Mandela. Il a fait
27 ans 27 ans. de prison. Quand il est ressorti, il n'a pas commencé à dire vengeance. Non. J'aimerais voir Laurent Gbagbo jouer les émules de Mandela en disant non, écoutez, j'ai payé pour vous. En fait, j'ai été l'agneau sacrificiel pour que vous ayez la paix. Bon, Ouattara, bon, malgré les récriminations légitimes que je peux avoir contre lui, ben, il est le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, il est le président élu. Nous devons l'aider à faire réussir la Côte d'Ivoire. Si ce langage-là peut être tenu, ben, je crois que l'Afrique y gagnerait beaucoup et la Côte d'Ivoire énormément. Justement, vous êtes avocat. Cette question que je pose à presque tout le monde, est-ce l'acquittement de Laurent Gbagbo ou bien l'échec de la procureure de la Cour pénale internationale? Mais c'est bon. Alors, personnaliser les choses à ce point me dérange un peu. Ouais. L'échec de la procureure, non. Ou bien l'échec de la CPI? Pas plus, pas plus. Vous savez, quand quelqu'un est acquitté, c'est pas l'échec de la justice. Ouais. Comprenez? C'est-à-dire que la justice, c'est vraiment cela. C'est-à-dire que c'est le glaive et la balance. Bon, il arrive que l'état posé ne soit pas suffisamment lourde pour que l'accusation tienne. Il arrive que la défense soit inefficace et que l'accusation l'emporte. Alors, à chaque fois, on va pas dire c'est l'échec, parce que parfois aussi, cela nous arrive de perdre un dossier. On le perd, pourquoi? Parce qu'il y a des arguments techniques qui sont insurmontables. Il y a dans le dossier des failles qu'on n'arrive pas à surmonter. Et puis, il y a surtout le fait, il faut toujours le dire, que ceux devant qui on plaide ont un jugement et ils ont une conscience délibérative qui leur permet de dire si oui ou non ce qu'on dit les convainc, les satisfait ou pas. Et si vous avez un jury qui est réfractaire, vous pouvez déterrer Démosthène, vous allez perdre votre procès parce que le jury est réfractaire. Ça ne veut pas dire que vous avez échoué. De la même façon, pour le parquet, si il y a un jury qui est tendre par rapport à l'accusation, ou plutôt par rapport à la défense, vous l'emportez, pas parce que vous êtes un super génie. Il faut toujours avoir cette modestie de se dire, quand on a gagné, avoir le triomphe modeste et interroger un peu sa conscience et se dire, bon, qu'est-ce qui a basculé en ma faveur ou en ma défaveur? Dans tous les dossiers, c'est comme ça. Et bon, vous savez, on dit, à la fin d'une vérité, il y a une nouvelle vérité qui commence. Bon, votre vérité, vous la soutenez coûte que coûte, mordicus, mais il faut souffrir qu'il y ait une autre vérité qui l'affronte et que parfois, devant certains auditoires, cette vérité-là l'emporte sur la vôtre. Mais c'est pas l'échec de Madame Bensouda, non. C'est quelqu'un à qui, personnellement, j'ai à adresser des reproches, mais elles sont uniquement sur le plan technique, pas sur le plan de la personne, parce que je considère que dans ce dossier-là, elle a fait plus de politique que de droit. Bon, ça c'est le reproche, il s'arrête là. Voilà. Allez, on va parler également du Bénin. On sait que le premier mandat du président béninois Patrice Talon a pris fin le 5 avril passé. Alors, maître, est-ce que aujourd'hui on est dans un vide constitutionnel? Les gens parlent de 45 jours de plus. On est mélangé. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Écoutez, là-dessus, je crois qu'il faut arrêter la pagaille. Bon, tous ces gens étaient là lorsque la nouvelle constitution a été adoptée et promulguée. Ils savaient que la conséquence directe qu'il y aurait de de l'application de cette nouvelle constitution, c'est que à un moment donné, il y aura pas un vide constitutionnel. Alors finalement, ceux qui proclament qu'aujourd'hui même Talon doit partir, ils proposent quoi à la place? Que dit la constitution là-dessus? Or, il s'agit d'appliquer la Constitution et uniquement la Constitution. Bon, dès l'instant que la Constitution n'a pas pourvu à ce cas de figure particulier par des dispositions nouvelles, le mandat de Patrice Talon, il se prolonge jusqu'à ce que le pouvoir soit remis à celui qui sera élu après lui. Si c'est lui-même, c'est une continuité. Si c'est un autre,
il rend le pouvoir à cet autre-là. Mais on ne va pas nous dire qu'on doit encore rester dans le schéma de l'ancienne Constitution qui, il faut le dire, aujourd'hui est devenue obsolète. Donc c'est un mauvais débat. On en veut à Talon, on veut s'en débarrasser, et c'est tout ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire, écoutez, que Patrice Talon reste au pouvoir, allez, pour, comme on dit dans selon la formule consacrée, évacuer les affaires courantes. Pendant 45 jours, le Bénin arrêtera de vivre. Il n'y a plus personne à la commande. Alors, si Patrice Talon, comme il le suggère, les opposants, devait carrément être mis de côté, qui dirige le Bénin? Un nouveau gouvernement? Non, à un moment donné, il faut être sérieux. C'est-à-dire que, en fin de compte, on ratiocine et on fait du juridisme stérile. C'est vraiment du juridisme stérile. C'est-à-dire, on veut faire une lecture du droit tellement étroite que finalement, on s'éloigne des visées même des textes constitutionnels et de l'esprit dans lequel il a été conçu. Non. Patrice Talon est encore président de la République du Bénin jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays, à quelques exceptions près, où on demande au président candidat de démissionner. Ce n'est pas comme ça qu'on en a disposé au Bénin. Donc le président en exercice attend et continue de gérer les affaires de l'État jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu. Point barre. Est-ce que le président Talon n'est pas finalement piqué par l'atmosphère actuelle de la politique béninoise? Les piqué, c'est-à-dire en quel sens? C'est-à-dire, il est victime. Non, je ne le sens pas dans la peau d'une victime. Je trouve qu'il est plutôt très serein et qu'il vit tout ça avec, je crois, un détachement qui force l'administration, l'admiration. Parce que, écoutez, quand même, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ce monsieur est arrivé avec une vision. Il a proposé le mandat unique. Ce sont eux qui ont refusé. Quand il est arrivé, il a proposé des réformes importantes pour corriger les errements de l'ambiance démocratique qui était devenue une grosse pagaille. Un pays comme le Bénin, avec 172 partis politiques, où à chaque fois pour voter une loi, il faut négocier et payer les députés pour qu'ils votent dans un sens ou dans un autre. Vous appelez ça une démocratie? C'est de la pagaille. Il a décidé d'y mettre fin avec l'accord de l'ensemble de la classe politique. Ils ont dit oui. Certains qui aujourd'hui sont en train de pourfendre le parrainage sont ceux-là même qui ont dit et défendu le principe du parrainage parce que ça permet de toiletter et de créer un tamis avant que le scrutin ne s'ouvre. Ça permet au moins d'éliminer les candidats fantaisistes et puis ça assainit complètement le climat politique. Ils l'ont accepté. Et maintenant qu'il s'agit de le mettre en application, ils trouvent que c'est trop compliqué et que, ils ne peuvent pas l'avoir. Et certains sont même allés dire qu'ils n'en ont pas besoin. Goguenard et arrogant, on n'en a même pas besoin. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas besoin, ça veut dire que vous vous disqualifiez de vous-même, puisque le test dit que pour être candidat, il faut avoir des parrainages et que ces parrainages doivent confirmer votre implantation sur toute l'étendue du territoire. Vous ne le faites pas et vous venez dire que c'est une dictature. Franchement. Non, ça c'est une grosse bagaille et je pense que, à ce prix-là, ils vont avoir talent encore pour les 5 prochaines années. Et s'ils ne font pas attention, mais quoique la Constitution dit bien que nul ne peut, pendant le cours de sa vie, être plus de 2 fois, à faire plus de 2 mandats présidentiels. S'il continue, cette disposition peut tout à fait être modifiée. Maître, vous ne pensez pas que c'est discutable dans la mesure où les députés qui ont voté à l'Assemblée nationale, c'est presque une Assemblée nationale acquise, si on peut le dire, à la cause du président Patrice Talon. Écoutez, vous savez... Totalement. Comme on dit chez nous, quand on a réglé le cas du chat, il faut aussi s'occuper de celui de la souris. Voilà. Écoutez, qui est responsable de ça? Qui est responsable? C'est la classe politique. Talon n'a pas tout seul voté pour lui-même ou pour des partis qui vont le soutenir. Ce sont des Béninois qui ont voté pour ces gens-là. Alors, on va dire que leur voix ne compte pas parce que ils n'ont pas trouvé suffisamment de gens pour se faire les ennemis de Talon. Non, on ne fait pas une démocratie contre quelqu'un. On l'a fait pour un idéal et pour un projet. Alors, quel est le projet de ces hommes?
Talon disait, avant de mettre en œuvre ces réformes, que la politique au Bénin, c'est devenu une foire d'empoigne. À la limite, chaque poste d'élu est devenu un fonds de commerce. Et qu'il faut en finir avec ça. Est-ce que c'est sain ou pas? Je pense que c'est une saine application de la logique démocratique. Alors, on vient vous dire, l'argent ne circule plus. Quel est l'argent qui circule plus? Celui qui se mettait dans les poches, celui qui négociait, mais pas l'argent qui résulte des transactions commerciales ordinaires. Ouais. Donc, oui, l'argent circule, mais plus en sous-main, dans des poches totalement indues la nuit. C'est ça, là, celui-là qui circule plus. Et c'est ce qui les rend si furieux contre Talon. Mais personnellement, je penche pour Talon et je prie que beaucoup de talons existent en Afrique qui aient le courage de faire les réformes parce que c'est une pagaille généralisée. Chez nous aussi, regardez nos oppositions. Elles pèsent de quel poids? Elles pèsent de quel poids? Elles dorment pendant 4 ans, 5 ans, et quand viennent les élections elles sortent, et attendez, dans les pays bien organisés démocratiquement, on sait au moins qui sera le challenger 2 ans avant que les élections ne soient annoncées. On sait qui, potentiellement, est présidentiable. Chez nous, non. Et puis tout le monde veut y aller en même temps. Alors finalement, quand les voix s'émiettent, on dit, il a encore gagné, ils ont triché. Et ils apportent jamais les preuves de la triche dont de la triche qu'ils allèguent. Mais bon, on est forcé de croire que c'est des élections bidons. Non, enfin, à un certain âge, on ne peut plus admettre ça. On n'achète plus, quoi. On n'est plus client de ça. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Vous pouvez faire ça pour amuser les élèves de lycée et les étudiants de première année ou deuxième année de droit. Mais vous pouvez pas continuer tout le temps. Partir de la licence. Non, je pense qu'à partir de la licence et de la maîtrise, on acquiert un peu de jugeote pour apprécier soi-même comment les choses se passent et être capable de poser une équation politique et y apporter une réponse. Voilà. Mais avant cela, on est baladé. C'est le cœur qui parle, c'est l'émotion. Quand un programme est assis uniquement sur l'exigence de l'alternance, sans rien d'autre, c'est pas un programme politique. Ayons le courage de dire cela. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous penchez véritablement pour le président Patrice Talon. Oui. Ce qui est sûr, il sera réélu le 11 avril prochain. Ils ont pas tout fait. De poids devant lui. Mais non, ils ont tout fait. Ils ont mis le tapis rouge et ce sera pénalty sans gardien. Il va gagner. C'est un pronostic. Et justement, maître, après les élections, on espère peut-être que les Béninois vont se retrouver et parler entre eux, parce que le Bénin, nonobstant tout, inquiète. Non. Modèle de démocratie, jadis, des tensions. Mais les tensions sont créées par la classe politique, aigrie de se voir complètement exclus du jeu parce que ils ont fait un très mauvais calcul. Ce sont eux qui ont fait le mauvais calcul, pas Talon. Talon, il avait une idée, il a une vision, il est en train de l'appliquer. Je reviens de Cotonou, d'accord? Vous allez à Cotonou, vous verrez. Talon a dit qu'il va faire le pavage. L'asphaltage de toutes les rues, pas les grandes avenues, pas les grandes artères, toutes les rues dans les quartiers. Ça a commencé, c'est à l'œuvre et ça marche. Vous comprenez? Et le peuple, quand il voit ça, il se dit, mais tiens, quand même, on en a un qui n'est pas un farceur. L'endettement du pays n'est pas plus élevé. Non, c'est avec les mêmes budgets, mais c'est orienté autrement. Quand Talon est arrivé, qu'il a dit, non, mais les évacuations sanitaires, ça suffit. On ne va pas, pour 1 millier de gens, dépenser des milliards pour sauver peut-être 1 millier, alors qu'il y a des millions qui sont en train de crever parce que le service médical est médiocre. Ouais. Donc on va complètement renverser les choses et faire autrement. Écoutez, celui qui est contre ça, il n'a qu'à venir nous dire pourquoi il est contre. Personnellement, je salue cela. Ce sont des actes posés qui forcent l'admiration. Et c'est la raison pour laquelle je dis non. Écoutez, il a forcément des défauts, comme tout le monde, mais au moins il a démontré des qualités d'homme d'État qui me permettent de dire que dès comme ça, il en faudra un peu plus. Mais voilà quelqu'un aussi qui peut-être a démontré des qualités et qui est réélu dans son pays. Nous parlons du Congo-Brazzaville et la confirmation de la réélection du président Sassou Nguesso par la Cour constitutionnelle. Finalement, maître, ce n'est pas une surprise, 88%, 88,57%, j'allais dire, des voix.
l'un devant Guy Brice Parfait Kolela, le défunt, 7%, et Mathias Zon. Vous êtes surpris de la confirmation finalement de l'élection du président Sassou Nguesso? Pas surpris, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est-à-dire une opposition complètement... À la rue? Oui, à la rue, en perte de... C'est pas peut-être trop fort. Hein. Non, c'est-à-dire que elle est complètement myope. Voilà. Ou daltonienne, je ne sais pas. C'est-à-dire que, en fait, c'est une maladie de toutes les oppositions en Afrique francophone. C'est-à-dire que, au fait, les gens se sont battus pour l'avènement démocratique. Et puis, une fois que c'est arrivé, notamment le Congo-Brazzaville est un exemple emblématique. Ils ont eu une alternance. C'était Sassou qui a été battu. Ouais. Battu par les urnes. Ouais. Et Pascal Lissouba est arrivé. Et bon, de cafouillage en cafouillage, ça a dégénéré en guerre civile. Remporté par Sassou, dans des conditions que tout le monde sait totalement abjectes, parce que aidé par la France et l'Angola sur un agenda pétrolier. Tout le monde sait ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qui explique sa durabilité et sa longévité au pouvoir? Qu'est-ce qu'il explique? La faiblesse, c'est pas parce qu'il est fort, c'est parce que l'opposition est faible. Ouais. Elle est faible, pourquoi? Parce qu'elle est divisée. Elle est divisée, pourquoi? Parce qu'elle est elle-même prisonnière de sa logique de bataille des égaux. C'est tout. Et on a vécu ça ici, où des gens ont dit, si ce n'est pas moi, alors personne n'ira. Donc, du coup, ça a permis au président en place, à l'époque Gnassingbé Yadema, de renforcer son pouvoir et de raffermir son régime. Bon, on a failli avoir l'alternance aussi. On l'a pas eu, pourquoi? Pas parce que Yadema était trop fort, mais parce que l'opposition était trop faible. Enfin, oui, pour être dans l'euphémisme et pour ne fâcher personne, voilà. pas insulter l'histoire. Voilà, oui, voilà. Oui. Elle a été mais complètement inefficace, inopérante. Voilà ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe encore en ce moment au Congo. C'est ce qui s'est passé dans une moindre mesure au Cameroun la dernière fois, où tout le monde est d'accord que Maurice Kamto avait gagné ses élections. Ouais. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Seulement, qu'est-ce qu'on fait pour arracher le pouvoir à celui qui l'a perdu? Et selon vous, qu'est-ce qui explique aussi cette division des oppositions, si on peut le dire, africaines, à tous les niveaux, hein? Oui. Mathias Zon et puis Guy Brice Parfait Kolela, par exemple, qu'est-ce qui les empêche d'être unis pour affronter le roc? Écoutez, alors, au Congo, il faut qu'on revisite un peu l'histoire récente, parce que Guy Brice Parfait Kolela était le fils de Bernard Kolela, l'ancien Premier ministre. Tout à fait. Bon, dans un climat très belliqueux, hein. On a fait un gouvernement d'union nationale et on a l'impression qu'on continue d'évoluer dans l'esprit du gouvernement d'union nationale. Et on n'arrive pas à trouver de formule nouvelle. Donc, Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme, s'imaginait que la place qui était due à son père doit lui revenir. Ouais. Donc, du coup, il ne cédera à personne. Mathias John, il a été dans le camp Lissouba, et il continue. C'est-à-dire que, en fait, je dis, vous voyez, il faut séquencer. On a eu 30 ans de dictature absurde, et puis, à partir des années 90, on a commencé ce qu'on appelait le renouveau démocratique. Et aujourd'hui, on est en train de vivre l'endurcissement des régimes de partis uniques avec des faux nez d'opposition. C'est des oppositions qui ne sont que formelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent pour être le chef de file de l'opposition parce qu'il y a des privilèges qui y sont attachés. Donc il faut absolument arriver au moins, si on ne remporte pas les élections, d'être le premier parmi les autres, perdant. Donc du coup, ça donne un statut, ça donne quelques avantages, et on se contente de ça. Mais le pouvoir réel, on ne sait pas comment le conquérir. Attendez, vous allez dans des pays où vous demandez à des opposants, parmi les plus classiques et les plus anciens, de vous donner le nom et le grade des
10 premiers officiers de l'armée, ils n'en sont pas capables. Voilà. Le nom, le grade, la fonction. Ils n'en sont pas capables. capable. Donc, du coup, c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas véritablement l'appareil d'État. De l'État. Et finalement, bon, ils se retrouvent à revendiquer seulement le changement. Et ils pensent que parce que on va changer de tête, les choses iront mieux spontanément et que bon, on aura la pluie à la bonne saison et que bon, il y aura un peu plus de maïs dans les greniers. C'est faux. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci. C'est moi qui vous remercie. On marque une petite pause et on revient pour Regard croisé.